Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'animer cette table ronde sur le secteur de la distribution. Vous savez que c'est un secteur qui suscite toujours beaucoup de passion dans notre beau pays de France. Si j'en crois d'ailleurs une récente d'un grand magazine politique générale. Si je peux me permettre un petit parallèle, puisqu'on est ici à l'ENA, la grande distribution, c'est un petit peu comme l'ENA. Tout le monde la critique. Pour l'ENA, tout le monde veut que ses enfants y entrent. Et puis pour la grande distribution, tout le monde la critique, mais tout le monde va y faire ses courses ou en tout cas en a besoin. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que tout le monde veut que ses enfants y travaillent, mais en tout cas, effectivement, on ne peut pas s'en passer. Alors, à tout seigneur, tout honneur, du coup, je vais commencer par le représentant d'une grande fédération de la grande distribution, donc par M. Cressel. Alors, bon, la première table ronde, c'est un petit peu l'occasion de revenir sur la description qu'a faite Anne Perrault de la situation dans le secteur, et puis notamment ce qu'a permis ou ce que n'a pas permis la LME, et donc faire un petit peu un bilan concurrentiel de ce secteur. Et puis lors de la deuxième table ronde, on reviendra plus en détail sur les propositions de l'autorité et puis les mesures donc, qui seraient susceptibles d'être prises dans le projet de loi qui est bientôt en débat. Alors, première question peut-être donc, pour M. Cressel. La grande distribution avait réclamé, donc, avant le débat avec la LME, un allègement des contraintes législatives ou réglementaires qui s'imposaient à elle. Bon, Anne Perrault a bien montré qu'effectivement, on était arrivé à un tel degré de contraintes diverses que les effets attendus étaient contraires les effets réels étaient contraires à ceux qu'on souhaitait. Donc vous avez obtenu quand même globalement un allègement des contraintes, en particulier donc, sur l'entrée sur le marché par l'abaissement des seuils pour l'équipement commercial, et puis surtout par plus de négociabilité, de facilité de négociation, de flexibilité sur les tarifs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, donc 2 ans après la LME, vous estimez que vous avez plus d'instruments de concurrence, et est-ce que finalement cette concurrence est plus vive aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans? Merci, d'abord merci de votre invitation. Les enseignes de la FCD seront largement représentées dans les débats et nous en sommes très, très heureux. Je crois qu'il est important effectivement d'avoir ce type de débat à la veille de la discussion du projet de loi Lefebvre, même si, et je commencerai par là, je ne suis pas totalement persuadé que le sujet de la LME lui-même sera au cœur des débats. Il y aura un sujet sur l'article 1, sur l'affiliation, qui sera largement évoqué dans la deuxième table ronde. Mais pour nous, il est tout à fait clair que ça n'est pas le moment de rebattre à nouveau les cartes et de rejouer le match de la LME qui s'est joué il y a quelques années. Et tout ceci parce que le bilan que nous en tirons est un bilan qui, à ce stade, est assez largement positif. Quand on regarde ce qui finalement étaient les buts, les objectifs de la LME, tels qu'ils étaient effectivement rappelés tout à l'heure, il y en a 4 essentiels. Le premier, c'était d'établir ou de rétablir une vraie négociabilité. Le deuxième, c'était de diminuer les marges arrière. Le troisième, c'était de faire en sorte qu'il y ait plus de concurrence entre les enseignes. Et le quatrième, c'était de faire en sorte que l'inflation soit la plus basse possible. Sur ces 4 éléments, le bilan est globalement plutôt positif. Sur la vraie négociabilité, je crois que ce qui se passe chaque année juste avant le 1er mars et encore cette année montre à quel point cette notion commence à véritablement entrer à la fois dans les esprits et surtout dans les faits. Et je dois dire de ce point de vue que je ne comprends pas les attaques régulières, encore ces temps-ci, contre cette pratique. Certains voudraient revenir, y compris à l'occasion du projet de loi Lefebvre, à ce qui se passait avant, en disant il faut que les tarifs s'imposent, point à la ligne.
ce serait un formidable retour en arrière. Et au contraire, la négociabilité est quelque chose qui a été véritablement extrêmement positif et qui, globalement, a permis d'aboutir au résultat que je vais évoquer dans quelques secondes. Deuxième élément sur les marges arrière, ça a été rappelé également. Les marges arrière ont été divisées par 3, sans doute aujourd'hui par plus que 3. Là aussi, il faut bien avoir conscience que c'est un combat qui est un combat de tous les jours. Catherine Vautrin, si elle avait été là ce matin, aurait pu évoquer les discussions permanentes que nous avons dans une instance qu'elle préside, entre ceux qui souhaiteraient parfois faire en sorte que les marges arrière remontent, et d'autres, c'est-à-dire nous, qui souhaitons au contraire que les marges arrière continuent à diminuer, parce que c'est un instrument malsain et qu'il faut absolument qu'on passe par les prix, par la négociation pour véritablement avoir un élément qui soit le plus favorable possible au consommateur, puisque le sujet, c'est de faire en sorte que le consommateur soit le gagnant. C'est l'enjeu naturel de tout ce que nous faisons. Troisième élément, plus de concurrence entre les enseignes. Là aussi, ça a été assez largement rappelé et je partage l'avis qui a été indiqué. C'est vrai qu'il peut y avoir par-ci, par-là encore des éléments de concurrence supplémentaires nécessaires. On en reparlera, je pense, tout à l'heure à propos, notamment en évoquant les sujets d'urbanisme commercial. Mais il faut bien avoir conscience que, d'ores et déjà, le relèvement de 300 à 1000 mètres carrés a permis l'implantation d'un certain nombre de surfaces, de grandes surfaces ou de moyennes surfaces, dans des zones qui n'étaient pas desservies. C'était évoqué dans le bilan. On est allé vers une concurrence plus forte, et ceci s'est traduit par l'accroissement des écarts dans les prix. À partir du moment où il y a effectivement plus de surfaces qui s'installent, une plus grande concurrence, une meilleure négociabilité, on voit bien qu'on va clairement dans le bon sens. Et tout ceci se traduit dans le quatrième résultat, qui correspond au quatrième objectif de la loi, qui est sur l'inflation. Sur l'inflation, les prix de la grande distribution jusqu'au début de cette année, jusqu'au moment où les matières premières ont augmenté fortement, ont baissé. Ont diminué globalement. Et quand on regarde les chiffres par rapport à l'étranger, et ceci a été évoqué y compris par Frédéric Lefebvre lors de son audition à l'Assemblée nationale l'autre jour, on voit que sur un an, on est à 1,3% d'augmentation en France, contre une moyenne pour les mêmes produits de 2,7% en Europe. Et donc, on a un mécanisme qui, globalement, là, je partage tout à fait l'avis qui était évoqué à l'instant sur le fait qu'il y a besoin de tests de causalité pour aller un peu plus loin. Mais le résultat dans tout ça, c'est qu'on constate quand même que depuis la LME, il y a eu une différence dans l'évolution des prix, et que globalement, la LME a certainement contribué de manière forte à faire en sorte que cette augmentation des prix soit la plus modérée possible. Donc, le bilan global nous paraît, par rapport à ces 4 objectifs de base, tout à fait positif. Ceci étant, il y a des difficultés qui existent. Il y a des difficultés liées à la mise en place de cette LME. Je passe rapidement sur une, mais dont il faut avoir à l'esprit qu'elle est quand même à jouer beaucoup. C'est que la LME a non seulement mis en place ce qu'on vient de dire sur l'urbanisme commercial, sur la négociabilité, mais aussi il y a une mesure majeure sur les délais de paiement. Cette mesure majeure sur les délais de paiement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, même si tout ça va naturellement dans le bon sens, on en ait véritablement un bilan économique global, alors même que la LME, en réalité, a trouvé à s'appliquer dans une période de crise économique. Une discussion que j'ai eue ces jours-ci avec Jean-Hervé Lorenzi, le président de l'Observatoire des délais de paiement, je trouve que ça serait intéressant d'avoir cette analyse-là, parce qu'on voit bien que quand il y a toute une série d'éléments qui sont en même temps, qui interviennent en même temps, il faut arriver effectivement à regarder le bilan réel. Je dis au passage d'ailleurs que le titre de la table ronde est « Quels instruments pour favoriser le pouvoir d'achat des Français ?»
La LME a naturellement eu un impact sur l'évolution des prix, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il faut bien voir que les prix, ils sont l'addition de toute une série d'autres éléments. Et qu'on oublie un peu, y compris dans des débats très récents, que lorsque, par exemple, on remet en cause une partie des allègements de charges, ceci se traduit par une augmentation des coûts et donc une augmentation des prix d'une manière ou d'une autre. Que lorsqu'il y a des taxes qui augmentent ou à l'inverse des taxes qui baissent, ceci a autant d'impact sur les prix, comme d'ailleurs sur les recrutements, que c'est le cas sur de la LME. Je dis ça au passage parce qu'il faut quand même avoir conscience que tout ne se règle pas et tout n'est pas lié qu'à ce sujet-là. Donc, premier élément, délai de paiement sur lequel il faudrait sans doute aller plus loin. Deuxième élément, à mon avis encore plus important, c'est que depuis l'intervention de la LME, il y a une grande nouveauté, c'est le fait qu'il y a cette évolution très forte des matières premières. Cette évolution très forte des matières premières, elle change assez largement la donne. Et je trouve qu'on n'y réfléchit pas assez, et on ne réfléchit pas assez aux conséquences que ça a sur le modèle qui est derrière tout ceci. On voit par exemple que sur les PME, pour prendre cet exemple, les PME, et notamment grâce au développement des marques de distributeurs, se sont assez fortement développées ces dernières années. Aujourd'hui, les PME sont un tout petit peu plus victimes des évolutions, dans la mesure où, par définition, elles sont plus en charge, elles sont plus concernées par les MDD qui incorporent plus de matières premières dans leur coût de revient que les autres. Et donc l'augmentation des matières premières a directement un coût sur elles. Et que deuxièmement, aujourd'hui, les PME sont soumises à une concurrence beaucoup plus forte qu'il y a quelques années, des grandes marques qui viennent investir le marché des MDD et qui, ayant des marges globales supérieures, peuvent réinvestir de la marge élevée sur ce type de produit. Donc on a, je trouve aujourd'hui, du fait du cumul entre LME d'un côté, la négociabilité qui par définition est quelque chose qui au départ favorise plus les gros que les petits, et de l'augmentation des matières premières, je trouve un élément d'inquiétude. Nous sommes en train de travailler dessus de façon à faire en sorte qu'effectivement, ce qui pour nous est essentiel, les relations avec les PME, soit sauvegardé. Je trouve que c'est un des éléments importants qu'il faut avoir à l'esprit. De même que les matières premières, on le voit, l'évolution et la volatilité des matières premières ont très clairement des conséquences sur les négociations elles-mêmes. On le voit aujourd'hui, à partir du moment où vous avez des évolutions aussi fortes, non seulement d'une année sur l'autre, mais à l'intérieur de chaque année, on a une tendance à faire en sorte que la fameuse date du 1er mars soit relativisée et qu'un certain nombre de fournisseurs, dès le lendemain du 1er mars, commencent à dire qu'il faudrait revoir l'augmentation des prix, ce qui est normalement juridiquement impossible, ce qui amène à toute une série de débats qui ont eu lieu ces temps-ci sur l'indexation ou à la mise en place de procédures nouvelles, comme ce qui vient de se passer sur les prix de la viande, sujet en cours d'examen d'ailleurs pour le moment, mais que nous avons d'ores et déjà dit hier que nous allions l'appliquer conformément à l'accord que nous avons signé le 3 mai dernier. On voit que tout ceci est en train cette évolution des matières premières est en train de changer assez fortement la donne et le modèle qui est par derrière tout ça. Dernier élément de réflexion à propos de tout ceci, l'évolution, la mise en place de la LME, l'évolution des prix, tous ces éléments supposent naturellement qu'il y ait le maximum de transparence. Cette transparence, on n'y est pas encore complètement. Vous avez vu les critiques sorties en début de semaine et savamment organisées pour essayer de montrer que la grande distribution ne voulait pas communiquer sur ses marges nettes. Je vous dis tout de suite que ceci est totalement faux, que les chiffres en question vont être adressés ou ont déjà été adressés à l'Observatoire des prix et des marges, que simplement nous avions demandé pour les adresser des engagements de confidentialité qui nous paraissaient un minimum s'agissant d'un sujet aussi important que celui-ci.
Il faut absolument que l'on progresse sur tout ceci pour bien montrer à quel point il n'y a pas de raquette, comme le disent certains, il n'y a pas de volonté de cacher les choses, comme le disent d'autres. Mais ceci suppose que cette transparence, elle joue pour tout le monde. Or, aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette transparence joue pour tout le monde. Et donc, je pense qu'un des éléments majeurs, au-delà de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, si on veut que la négociabilité fonctionne de la meilleure façon, si on veut que les consommateurs continuent à être les grands gagnants de ces lois, c'est qu'on progresse du point de vue de la transparence. Nous sommes prêts, en tant que distributeurs, à véritablement jouer le jeu au maximum. Il faut que toutes les autres parties jouent le jeu de la même façon. Merci, Monsieur Cressel. Alors, juste un point sur lequel on pourrait éventuellement revenir, c'est que vous avez évoqué donc, la réduction forte des marges arrière. Je crois que ça, c'est un point qui est partagé. Mais justement, l'intérêt principal de la réduction des marges arrière, c'était une répercussion plus facile sur le consommateur. Alors, vous avez, vous, dans la grande distribution, des instruments, je pense, de comparaison des prix entre enseignes. Enfin, vous surveillez mutuellement. Et est-ce que justement cette réduction des marges arrière et donc cette répercussion possible sur les consommateurs a induit vraiment finalement une bataille plus féroce, une différenciation des prix de détail plus forte entre les enseignes ou pas? Moi, je suis frappé d'une chose, c'est, comme vous le savez, je suis à la FCD depuis quelques mois, et donc dans ma formation intensive organisée par mes adhérents, j'ai l'occasion d'aller très souvent ces temps-ci visiter des magasins. Et à chaque fois que je vais voir un magasin, je suis frappé du climat de concurrence extrêmement forte qui y règne, au contraire. Et donc, on est plutôt, effectivement, aujourd'hui, dans une concurrence comme on en a rarement vu. Il faut bien voir que nous sommes dans un pays, encore une fois, et je prends en compte les remarques qui étaient faites au niveau de la concurrence locale, dans lequel il y a une dizaine d'enseignes importantes qui se livrent à une concurrence extrêmement forte, produit par produit. Pour vous donner juste une anecdote, je visitais l'autre jour un hypermarché, j'étais frappé de voir le prix extrêmement bas de la baguette de pain, qui était aux environs de 35 centimes d'euros, si mes souvenirs sont bons. Comparez ça à ce que vous payez en dehors des hypermarchés. Je demandais pourquoi c'était aussi peu cher. Il me répondait tout simplement que parce qu'une autre grande enseigne qui n'était pas en face, qui était un peu plus loin, pratiquait depuis son ouverture ce tarif-là, et que le prix de la baguette de pain était un des éléments totalement directeurs pour les consommateurs qui étaient capables de changer d'enseigne pour l'ensemble de leurs courses uniquement sur ce prix-là. Si ce n'est pas un système dans lequel la concurrence est extrêmement forte, et ce n'est qu'une anecdote, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, il y a des éléments dont on dispose aujourd'hui, et on a besoin sans doute de faire plus d'études économiques. Et je trouve que, d'une manière générale, c'est un de mes constats en arrivant, c'est que je trouve que les études économiques en matière de commerce et en matière de distribution sont à un niveau extrêmement bas en France et qu'on aurait besoin d'investir beaucoup plus dans ce domaine. Mais ce qu'on constate, c'est que, un, les écarts de prix ont tendance à augmenter, et deux, que les prix ont tendance, jusqu'à l'année dernière, à baisser pour les consommateurs, et au début de cette année, à être l'évolution est une évolution extrêmement limitée par rapport à l'évolution du prix des matières premières. Pour tout vous dire, il m'arrive de temps en temps de me dire que le matin, j'ai un certain ministère qui n'est pas représenté ici ce matin, en fin de matinée, qui trouve que les prix augmentent trop. Et l'après-midi, un autre ministère qui trouve que les agriculteurs ne profitent pas assez d'une augmentation globale des prix. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à effectivement être à peu près au milieu des deux, c'est que l'équilibre de la concurrence doit se faire à peu près correctement. Merci. Ça, c'est tout l'art du politique de savoir concilier des intérêts contradictoires. Alors, vous voyez bien, si je vous ai posé cette question, c'est qu'effectivement, pour nous, la seule manière dont on soit sûr que cette négociabilité plus forte soit répercutée, c'est par la concurrence, notamment au niveau local. Alors, on va demander maintenant à M. Bazot, donc
président bien connu d'une grande association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, s'il est d'accord avec ce point de vue. D'autant qu'en 2008, donc, l'UFC Que Choisir s'était particulièrement intéressé aussi par une étude à la concurrence dans la distribution au niveau local. Donc ce que je voulais demander à M. Bazot, c'est finalement, est-ce que cette étude a été actualisée post-LME, et puis en tout état de cause, quelle est finalement son appréciation sur ce sujet de la concurrence, enfin de l'intensité concurrentielle au niveau local? Oui, tout d'abord, merci d'avoir invité l'UFC Que Choisir à ce prestigieux débat dans un lieu qui n'est pas moins. Alors, c'est vrai que le sujet des prix, de la grande distribution, c'est un sujet qui nous tient à cœur historiquement. Je dirais que c'est un cœur de métier. Et on avait déjà voulu tordre le cou à un mythe au moment du passage à l'euro, où on nous disait, mais non, les gens ont l'impression que les prix augmentent, mais ça n'est qu'une impression. Alors, avec notre batterie d'enquêteurs, on dispose de 2000 enquêteurs sur tout le territoire. On avait fait des enquêtes extrêmement précises après le passage à l'euro. On avait démontré qu'il y avait une flambée des prix, notamment des produits de grandes marques. Et quelques temps après, l'INSEE et même le ministère de l'économie acquiesçaient au fait que ce n'est pas qu'une sensation, c'est bien une réalité. Et donc, nous avons ce cheval de bataille de la réalité de l'évolution des prix. Et on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et sans doute aller sur le terrain de la concurrence, qui est normalement le moteur de formation des prix, et regarder finalement quelle était véritablement l'intensité concurrentielle. Et on a fait ça en 2008, et avec cette approche et je voudrais saluer le Conseil de la concurrence, qui est d'aller sur les zones de chalandise. Parce qu'on a le sentiment, nous on avait le sentiment, et c'était à observer ce que pensaient les gens, il y a un mythe de la concurrence en matière de grande distribution, de concurrence féroce. Et M. Crestel vient d'en donner un exemple. À travers l'exemple de la baguette de pain, on voit à quel point il y a une forte concurrence sur la communication. Ça ne veut pas dire une forte concurrence sur les prix. Et alors là, c'est tout à fait éclairant de voir à quel point la grande distribution va communiquer à outrance sur le prix de la baguette de pain. J'aimerais bien savoir ce que ça fait dans le chiffre d'affaires et dans les marges de la grande distribution. Et effectivement, il faut peut-être le déplorer, les consommateurs vont se déplacer dans une grande surface en achetant la baguette de pain à 30 centimes et puis en remplissant tout le chariot de tous les autres produits. Et écoutez, la publicité des grandes enseignes, c'est ce week-end, les moules de Bouchot prix coûtant. Et alors, dans la zone de chalandise, les gens vont aller acheter les moules de Bouchot. Alors là, vraiment pas chères. Je dois reconnaître qu'elles sont pas chères. Elles sont bonnes en plus. Elles sont bonnes en plus. Et elles sont bonnes. Ah, bah voilà, on est d'accord. Il faut l'espérer. Alors, effectivement, je pense qu'on a quand même été un des premiers à vouloir, sur la grande place, un peu briser ce mythe de l'intensité concurrentielle en expertisant des zones de chalandise. Alors, on s'en a donné les moyens, on a fait appel à un cabinet spécialisé dans le géomarketing. On a essayé d'écarter toutes les difficultés méthodologiques pour définir une zone de chalandise. Et on en a expertisé 635, 634. Et pour aller très vite, d'après les experts, eh bien, on avait en gros le panorama suivant. On avait un tiers où il n'y avait pas de concurrence. La concurrence on était en monopole ou quasi-monopole. 36% avec une intensité concurrentielle moyenne. Et puis en gros, on pouvait se satisfaire d'une authentique concurrence dans à peu près 27% des cas. J'allais dire, notre étude aurait eu qu'un intérêt assez moyen si on s'était arrêté là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé ensuite ces zones avec toute notre base de données d'enquête de prix que l'on a chez nous, et de façon massive, parce qu'on enquête des centaines d'hypermarchés. Je vous l'ai dit, on enquête des centaines de milliers de prix, et ça depuis un certain nombre d'années. Donc on a une base de données que la DGCCRF, évidemment, nous envie. Et on a croisé les prix, les niveaux de prix, avec les cartes et avec leur intensité concurrentielle.
Un petit peu comme on l'a fait avec la sécheresse. Vous savez, on a fait superposer la sécheresse en France avec les zones d'irrigation. Et puis, ce sont les mêmes. Eh bien, en matière de grande distribution, ça a été la même chose. Les niveaux de prix les plus importants étaient précisément là où on avait identifié que c'était des zones de chalandise où l'intensité concurrentielle n'était pas au rendez-vous. Quelques exemples, et même à l'intérieur des mêmes groupes, comme on est entre nous, je cite des marques. À Marseille, selon que vous êtes dans le 15e ou le 8e, zone qui n'est pas de même intensité concurrentielle, vous avez un différentiel moyen de prix de 5,5. Et puis, en Gironde, pour pas qu'il y ait de jaloux, Leclerc, le champion de la communication sur les bas prix, Leclerc, selon que vous êtes à Talence ou à Port-Sainte-Foy, on est à 9,3 de différentiel. Qu'il y ait concurrence ou pas concurrence. Donc vous voyez que ceux qui sont les amis des consommateurs, ceux qui les guident en réalité, c'est bien l'intensité concurrentielle et pas spécialement la sympathie ou l'envie d'être bien avec les consommateurs. Alors, hélas, et si j'avais pu anticiper, ça aurait été avec un grand plaisir que j'aurais pu vous fournir la nouvelle enquête post-LME, hélas, nous n'avons pas encore réaliser une actualisation de ces enquêtes. Alors, pour plusieurs raisons, ce sont des enquêtes qui sont quand même assez lourdes, on ne veut pas improviser les choses, et puis surtout, il faut un peu donner du temps au temps. Je pense que les choses ont été dites tout à l'heure, je crois que c'est Madame Perrault qui disait on est sur un paysage qui a mis 35 ans à se faire. Et donc les évolutions liées à la LME, les changements d'enseignes, est-ce que réellement il y a eu des enseignes qui sont venues se concurrencer là où il n'y en avait pas? On n'a pas encore cette étude. Cela dit, déjà dans la loi LME, on était un peu resté sur notre faim en considérant qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances majeures. En gros, le législateur était allé au milieu du gué. C'est-à-dire que plus de liberté pour les entreprises, ça j'allais dire, on est dans un système libéral. S'il faut enlever un certain nombre de couches de sédimentation, de réglementation, toutes contradictoires les unes avec les autres, on n'avait pas spécialement de position. Mais on avait un souci, c'est que donner plus de liberté, on sait très bien que la liberté risque de profiter au plus fort. Et donc on avait une inquiétude. Quand la grande distribution est en négociation avec L'Oréal, avec Coca-Cola, avec Danone, on n'a pas énormément forcément de soucis pour Danone. Mais quand on pense à tous les producteurs, ou même les agriculteurs, et toutes les PME, on avait peur que cette grande liberté se fasse au détriment toujours du plus faible, et donc pour le consommateur, qu'on vienne à un affaiblissement de la diversité de l'offre. C'était ça un petit peu que l'on craignait. Ça, c'était une première réflexion, et on se disait plus de liberté si on ne règle pas le problème de l'intensité concurrentielle. Eh bien, les bonnes négociations obtenues par M. Auchan ou M. Casino, eh bien, qu'est-ce qui va faire que ça va être répercuté au consommateur? Ça ne peut être qu'une authentique et saine concurrence. Et donc, dans la mesure où on n'a pas tellement vu venir de mesures authentiquement structurantes ou qui permettent une évolution assez rapide du panorama, de ce qu'on a un peu qualifié, bon, ça c'est aussi pour faire de la communication, le Yalta du territoire, c'est-à-dire le fait que eh bien, c'est assez gelé. Et il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites. Tout à l'heure, quand j'ai écouté le président Lasserre, je vous avouerai que j'ai cru m'être trompé d'amphithéâtre et de lieu de colloque et de thème de colloque. Je l'entendais parler de captivité, de durée d'engagement trop long pour les professionnels entre eux, de manque de mobilité. Je me suis dit, mais c'est un colloque sur la téléphonie mobile, ça? Ou c'est exactement notre problématique de concurrence que le consommateur ne peut pas faire jouer, les durées d'engagement qui sont trop longues, etc. Et donc, ça, ce sont les vrais sujets sur lesquels, effectivement, il faut que les gestos se bougent. Et je n'ai pas le sentiment, effectivement, mais on attendra d'avoir des expertises, nous, que le paysage est beaucoup évolué. Et c'est vrai que le seuil a été abaissé, mais ça a été souligné tout à l'heure. Et nous, on l'avait vu dans notre étude, mais la DGCCRF également avait publié une étude là-dessus. C'est que l'abaissement, enfin le seuil de 1000 mètres carrés, on sait très bien que ça ne concerne pas les hyper. Bon.
Et ça a été dit tout à l'heure, le fait de mettre du hard discount près d'un hyper, ça n'a quasiment aucun effet. Nous, on l'a constaté aussi, parce que je vais vite, mais dans l'enquête qu'on avait menée, on avait regardé si la présence des hard discounters avait un effet. Et on a établi qu'il n'y avait pas de lien de corrélation. Bon, ça a été dit de façon savante, c'est un secteur de marché qui est différent et les consommateurs qui vont là ne vont pas là. Et donc, voilà, ça ne tire pas les prix vers le bas. Donc, le fait qu'on dynamise le marché du hard discount, parce qu'on était quand même très en retard par rapport aux Allemands, c'est sans doute une bonne chose, mais on n'est pas au cœur de l'enjeu, qui est qu'on refasse un point sur l'état de l'intensité concurrentielle dans les zones de chalandise, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Qu'on nous dise que vous habitez Lyon, et s'il y a un Carrefour tout seul en haut et un Leclerc tout seul en bas, les consommateurs, ce sera peut-être un sujet qu'on va aborder. De moins en moins, les consommateurs vont se déplacer et faire des trajets pour faire jouer la concurrence. C'est complètement fictif. Donc il faut bien raisonner sur la zone d'attraction effective de la grande distribution. Donc voilà quelques réflexions. Je n'ai pas d'actualisation. On présuppose, mais on ne veut pas trop présupposer, que les choses n'ont pas tant évolué que ça, d'autant que je ne sais pas si c'est maintenant que je fais état de notre réflexion sur l'état quand même d'augmentation des prix. C'est vrai que nous, on a constaté sur le secteur alimentaire une dérive des marges. Alors il y a une forte contestation sur ce qu'on fait, sur la façon de le faire. Moi, je vois qu'un rapport public vient conforter l'idée qu'il y a des prises de marge à la faveur des crises agricoles sur les produits alimentaires. Bon, ça, c'est clairement établi. On était un peu seul à dire ça. Maintenant, l'Observatoire des marges, des prix et des marges vient de le conforter quand même. Prise de marge, je crois que c'est dans le rapport, 100% d'augmentation de marge sur le beurre. Nous, on avait identifié d'autres filières, comme sur le poulet, par exemple, ou la marge brute qui augmente de 97% sur 10 ans. Et on a regardé de très près l'évolution du prix des matières premières agricoles. Et on regarde après qu'est-ce que ça donne chez le consommateur. Eh bien, chaque fois que vous avez une augmentation du prix agricole, vous avez une augmentation corrélative du prix dans la grande distribution. Chaque fois que vous avez une baisse des prix agricoles, vous n'avez pas de baisse des prix dans la grande distribution. Et donc, vous avez un effet cliqué et une prise de marge qui n'est jamais rendue. Et ça, l'Observatoire nous rejoint du coup maintenant avec beaucoup plus d'expertise et d'autorité, j'imagine, que nous, puisqu'on va dire qu'on est partie prenante, sur cette observation. Alors qu'on nous dise que la concurrence, là maintenant, est dynamique, que peut-être bientôt que la grande surface perd de l'argent sur la baguette de pain, je veux bien croire, mais on a quand même un certain nombre d'alertes qui font qu'on est dans une situation qui n'est pas encore totalement satisfaisante du point de vue concurrentiel et de notre point de vue. Merci Monsieur Bazot. Alors après ces deux interventions un peu contrastées, on va peut-être donner la parole à quelqu'un de plus neutre, donc au professeur Ferrier, qui est un spécialiste du droit de la distribution à l'université de Montpellier, qui a publié de nombreux ouvrages sur ce sujet. Alors, bon, on a vu que la question des structures était un élément important, et donc des instruments structurels. Alors, Anne Perrault a bien expliqué dans son exposé tout à l'heure donc, que l'autorité s'était vue transférer donc, un nouvel instrument de contrôle des structures par le contrôle des concentrations, et avec parallèlement donc, un abaissement du seuil de contrôle pour le commerce de détail. Alors, d'un regard plus distancié, donc je voulais demander à M. Ferrier quelle était son appréciation finalement sur l'utilité de ce dispositif, et puis finalement est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin dans un contrôle des structures au niveau local. Bon, vous savez qu'il existe dans le Code de commerce une disposition qui permet des injonctions structurelles dans le secteur du commerce de détail, c'est-à-dire dans un langage plus courant la possibilité de défaire une concentration. Bon, ce dispositif est extrêmement restrictif. Donc la question qui peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il faut aller plus loin en la matière ? Merci, Madame, pour cette invitation à participer en distance, comme vous l'avez évoqué, à côté de deux acteurs lourds du domaine.
et dans le prolongement de ces observations que nous avons eues et qui situent au fond le contexte de notre débat dans, on va dire, un sentiment à la fois d'inquiétude et d'assurance. J'entendais Madame Perrault offrir l'image du tricot et du détricotage et du retricotage. C'est une bonne image pour ce que nous vivons là et la question qui nous est posée justement à l'instant, parce que au fond, on retricote, si je comprends bien, une nouvelle loi arrive. Je n'avais pas le sentiment d'ailleurs que la précédente ait beaucoup détricoté, parce que l'observation de l'article 442.6 avant et après montre un prolongement du texte plus qu'un raccourcissement. Et c'est un motif d'inquiétude, parce qu'on aimerait que les choses se stabilisent un moment pour voir un peu ce qu'elles peuvent donner en pratique, en action, en efficience, avant de modifier une règle du jeu, qu'il s'agisse de la concentration, qu'il s'agisse des relations industrie-commerce. Ça, c'est un côté inquiétant. Alors, il y a un côté rassurant qui est que le mot d'ordre, et je l'ai bien compris dans l'échange qui vient d'avoir lieu, le mot d'ordre, c'est désormais on fait comme avant. Et au fond, le changement se fait, si ce n'est dans la continuité, tout au moins dans la persistance. J'entendais la baguette à 35 centimes. Bon, c'est l'îlot de perte dans l'océan des profits. C'est la théorie de Trujillo. C'est le début de la grande distribution. Voilà qu'on en est toujours là. Et la négociabilité qu'on évoquait à l'instant, eh bien, cette négociabilité sous, aujourd'hui, contrôle de ce qui peut être le déséquilibre significatif et d'autres comportements, ne change rien à la relation industrie-commerce telle qu'elle existait. Au fond, la marge arrière, bon, diminue, oui, mais comme on peut la répercuter, comme hier, dans le prix de revente, et abaisser ainsi le seuil de revente à perte par la marge arrière, à la fin, qu'est-ce que ça change? Il y a une sorte de reclassement, simplement, qui s'opère au sein de ce que l'on appelle la convention récapitulative, avec tout simplement le constat d'un résultat de négociation qui a toujours existé. Donc on est allé peut-être un peu plus dans la transparence, oui, mais on n'a pas changé au fond l'économie de cette relation qui repose, comme hier, sur une offre qui va être discutée. Hier, sans discrimination, aujourd'hui, sans déséquilibre significatif, pour conduire à une convention récapitulative qui, elle, va être appliquée. Et après, tout le reste n'est que jeu d'écriture, si j'ose dire, entre les factures, la convention récapitulative, dans un calendrier qui est fixé. Donc, je ne vois pas là beaucoup de changements à venir. Ce qui peut s'expliquer parce qu'il y a un rapport de force, une fois pour toutes, sur lequel il faut être lucide. Dans cette relation entre fournisseurs et distributeurs, on évoquait à l'instant des fournisseurs comme Danone, Coca-Cola. Oui, là, que fait-on là? On évoquait le petit agriculteur. Oui, que fait-on ici? Alors, est-ce que c'est par le structurel que l'on peut reprendre en quelque sorte la main dans cette relation? Et est-ce que l'abaissement, j'en viens à la question précise, est-ce que l'abaissement du seuil de contrôle des concentrations changerait quelque chose? Bon, ça permettrait de faire davantage travailler les juristes, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Ça permettrait aussi de faire travailler l'autorité de la concurrence, ce qui n'est peut-être pas le but recherché, vu les travaux que vous avez déjà en train. Ça doit s'apprécier en termes de résultats à l'aune de ce qui est déjà le contrôle des concentrations a baissé. Et en regardant les résultats de vos excellentes études, je n'ai pas le sentiment que ce contrôle des concentrations tel qu'il a été mis en œuvre ces dernières années est amené à des refus, est amené à des injonctions structurelles dont, au demeurant, je ne sais pas trop ce qu'elles seraient. Et donc, j'ai le sentiment, non, ce n'est pas pour critiquer le mécanisme, hein, c'est pour dire que l'implication d'une injonction structurelle commencerait à faire passer l'autorité à la concurrence dans ce jeu que vous vouliez éviter, qui était de
participer à la politique commerciale des entreprises. Si l'autorité de la concurrence veut rester dans son rôle, qui est un rôle au fond d'encadrement, je vois mal l'abaissement du seuil de contrôle des concentrations comme un élément positif. Sauf à penser que la notification qui en résulterait vous permettrait de mieux connaître les jeux de pouvoir au sein des groupes et par ces jeux de pouvoir d'être en mesure de mieux cerner les concentrations éventuellement nocives. Mais je n'ai pas le sentiment que ces jeux de pouvoir, ces relations au sein des groupes vous échappent aujourd'hui. Et l'observation que je fais des analyses que vous-même faites montre que vous savez très bien comment repérer en quelque sorte le jeu des pouvoirs au sein de regroupements et passer au stade d'une analyse de concentration, alors même qu'il n'y a pas de fusion, juste par des jeux de clause ou de participation. Donc je n'ai pas le sentiment que par la notification, vous apprendriez plus que vous ne savez déjà, et je n'ai pas le sentiment que l'abaissement du seuil de concentration pourrait, compte tenu, encore une fois, des résultats qui sont aujourd'hui les vôtres dans le contrôle des concentrations, modifier beaucoup de choses, tout au fond, modifier des choses dans un sens intéressant, c'est-à-dire sans les lourdeurs que représente quand même ce contrôle. Merci, Monsieur Ferrier. Alors, je ne sais pas si ça nous amène effectivement à mieux connaître les jeux de pouvoir. J'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai qu'on a vu à travers les notifications d'opérations de concentration des phénomènes qui, sans être totalement nouveaux pour nous, ont pu être notés comme en termes d'amplification, et notamment des phénomènes de verrouillage pour empêcher les indépendants de quitter leur réseau. Et donc, c'est aussi un sujet de préoccupation qui nous a amené à travailler sur les avis qu'on a cités et qui sont l'objet de ce colloque aujourd'hui. Alors, justement, peut-être pour revenir un petit peu sur ces questions d'expansion des enseignes, je vais revenir un petit peu peut-être vers M. Bazot pour lui demander, lui, comment il voit finalement cette question des injonctions et du contrôle des concentrations. Est-ce que vous avez l'impression que l'autorité de la concurrence peut agir par ce biais-là, par ces instruments un peu structurels ? Oui, c'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux, qui est une régulation, enfin, je ne suis pas spécialiste du droit de la concurrence, mais une régulation ex ante. Et notamment au moment des débats sur le maintien, la reconfiguration des CDUC, donc CDEC qui sont devenus CDAC. Et nous, on voulait qu'il y ait un guichet unique qui est dans l'autorisation du maire, et que dans ce contexte-là, par exemple, lorsqu'un maire voit arriver une enseigne, enfin une demande, et puis dans un contexte de PLU, hein, pas comme ça complètement isolé, quand le maire voit arriver une demande d'enseigne qui serait par exemple déjà présente dans le voisinage ou dans la zone de chalandise, donc plutôt que d'intensifier la concurrence qui finalement est une fausse intensification, il faudrait qu'il y ait déjà possibilité, par exemple, du maire de consulter l'autorité pour avoir déjà un avis sur une analyse concurrentielle du secteur. Et puis, c'est vrai que nous, on appellerait de nos voeux que l'autorité ait beaucoup plus ce pouvoir d'imposer. Alors, je comprends bien que c'est lourd, que c'est compliqué, qu'il y a peut-être d'autres voies, mais une possibilité pour l'autorité de la concurrence, comme ça s'est fait dans d'autres contextes, au moment de la fusion avec Carrefour Promodes, il y avait bien eu l'intervention à l'époque du Conseil de la concurrence qui avait dit non, vous ne pouvez pas maintenant vous fusionner. Mais ça, historiquement, c'est déjà daté, et il y aurait peut-être matière aujourd'hui, en mettant à plat une expertise complète des zones de chalandise, eh bien de dire non, mais attendez, ici, il n'y a pas de concurrence, donc il faut procéder à des échanges avec tout ce qui a été dit sur le plan technique des difficultés, mais qui est une possibilité. Alors, je ne m'explique sans doute pas avec
le bon vocabulaire des juristes, mais qui est une possibilité d'intervention plus prégnante de l'autorité pour imposer une structuration du marché qui soit une structure concurrentielle. Parce que si on attend que les choses... Alors, je comprends bien qu'il y a peut-être des outils, comme ça a été dit tout à l'heure, des outils qui vont permettre aux indépendants de leur mobilité, etc. Mais on peut aussi avoir des endroits où de toute façon, il n'y a pas d'indépendants. Et s'il n'y a pas d'indépendants, il faut bien que des grands groupes, si vous avez je ne sais pas Leclerc, parce que ce sont des indépendants, mais si vous avez un Carrefour, et puis un casino, et puis qu'il n'y a que, ou imposer des cessions d'enseignes. Ça, c'est fait en matière d'autoroute. Je crois, à un certain moment, les concessionnaires de carburant, il y a bien eu des mécanismes où, voyant qu'il n'y avait plus que des marques de distributeurs qui étaient les mêmes, il y a eu des mesures plus contraignantes possibles venant de l'autorité de la concurrence. Je pense qu'il y a une marge entre la non-immixtion sur les politiques des professionnels, la lourdeur, évidemment, la complexité. Je pense qu'il y a une marge, une voie de passage, sans doute étroite, mais qui n'est pas impraticable. Alors, sur ce sujet, je pense que ce n'est pas la peine de demander son avis à M. Cressel. Je ne pense pas qu'il soit favorable, effectivement, à ce que l'autorité commence à démanteler les groupes. Je crois que simplement, ce dispositif, c'est un peu l'arme atomique. Et le principe de l'arme atomique, c'est qu'on ne l'utilise pas. Mais enfin, il faut qu'elle soit crédible aussi, l'arme atomique. Alors, bon, c'est juste pour revenir un petit peu sur ce que disait M. Bazot à propos de la possibilité pour le maire de saisir l'autorité sur le contrôle ex-ante, finalement, des opérations. Bon, on est toujours flatté à l'autorité quand quelqu'un veut nous donner plus de compétences, et ça veut dire qu'il nous fait confiance. Néanmoins, je pense que c'est un instrument qui rencontrerait vite ses limites, parce que si tous les maires, pour chaque projet de surface, interrogent l'autorité, on va vite être noyé. Et je pense que ça serait très lourd à gérer, et du coup, ça nous rendrait moins efficaces sur notre cœur de métier. Cela dit, bon, il est aujourd'hui possible, c'est prévu dans le Code de commerce, qu'un maire nous saisisse s'il a le sentiment qu'il y a un abus de position dominante sur une zone de chalandise dans sa collectivité. Donc cette possibilité est toujours ouverte. Alors, on va peut-être passer maintenant à la question finalement de la situation des commerçants indépendants, en tout cas de la situation juridique, et je vais revenir vers le professeur Ferrier à ce propos. Donc, comme vous l'avez vu, l'autorité a fait le bilan que peut-être il y avait des difficultés de transparence. Alors, est-ce que, professeur Ferrier, vous partagez un petit peu ce sentiment? Est-ce que pour vous, l'enchevêtrement des règles juridiques fait que le commerçant indépendant est en mesure ou pas de faire un choix finalement éclairé à l'entrée dans une enseigne et puis aussi à la sortie? Enfin, est-ce qu'il a les moyens finalement de sortir et d'adhérer à une nouvelle enseigne? Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer On pourrait améliorer les choses en appliquant les règles existantes déjà, ce qui semble ne pas être la démarche première, malheureusement. Il y a un dispositif à l'article L333 du Code de commerce qui impose déjà une information précontractuelle lourde lorsque on adhère à une enseigne, ce qui est quand même l'hypothèse que nous visons ici. Et je pense que l'inventaire de ces informations qui figurent à l'article R331 du Code de commerce permettrait de couvrir le souci que vous avez d'informer aussi bien que possible un distributeur adhérent à un système, et donc de lui faire connaître au fond la règle qui va être la sienne dans ce cadre-là. Ça, c'est une première observation. Une deuxième observation, c'est qu'il faut prendre garde dans la prise en considération de ces montages contractuels dont votre autorité a parfaitement, je dirais, pointé les excès. Justement, je parle des excès. Il faudrait prendre garde à ne pas généraliser la considération, c'est-à-dire à ne pas prendre la clause comme excessive en elle-même sans la rapporter au dispositif contractuel dans lequel elle s'intègre.
En d'autres termes, une même clause peut avoir un sens radicalement différent selon qu'elle va se trouver convenue dans une relation avec un franchisé, dans une relation avec un coopérateur, dans une relation avec l'adhérent d'une association. Ce n'est pas la même économie qu'il y a. Et autant on peut comprendre que le verrouillage au sein d'un réseau puisse être une chose discutable, autant il n'est pas compréhensible que le verrouillage soit condamné en lui-même. Alors Mme Perrault a très pertinemment relevé les justifications économiques qui pouvaient amener à comprendre que là, il y avait une durée un peu longue. On peut également admettre qu'il y ait des montages contractuels qui, par l'articulation entre plusieurs contrats, créent une lourdeur, une pesanteur. Mais d'une manière plus générale, en contextualisant au fond ces clauses, on peut dégager des économies profitables et donc des enjeux parfaitement acceptables de ces clauses dans certaines configurations et pas dans d'autres. Et ce que je crains, c'est que de la même manière qu'avec ces lois dites de modernisation de l'économie et autres, on a créé une espèce de lit de Procuste, où à la fin tout le monde se retrouve dans les mêmes cadres. Le petit commerçant en relation avec un petit fournisseur est soumis à l'article L441-6 des codes de commerce et aux autres articles, alors que nous savons bien que ces dispositifs concernaient les gros, les grands. Et bien de la même manière, en stigmatisant des clauses de fermeture, on risque de banaliser en quelque sorte cette vision d'enfermement du distributeur, alors qu'il y a des systèmes qui non seulement le justifient, mais, je dirais, l'appellent. Et je pense particulièrement au système coopératif, dont l'économie n'est pas la même que le système de franchise, et encore moins que le système d'intégré. Donc il faut nuancer de ce point de vue-là, et je suis un peu perplexe devant l'absence de nuance dans la considération de ces clauses. Merci. En fait, c'est la raison pour laquelle nous avions voulu poursuivre le débat après notre avis, mais comme on n'a rencontré qu'un succès mitigé, comme l'a rappelé le président sur ce débat, évidemment, le législateur, il a souhaité éventuellement intervenir. Mais cela dit, cette journée et puis le débat parlementaire seront les occasions aussi pour approfondir et peut-être effectivement nuancer certains aspects. Alors, on a commencé par M. Cressel et donc on va finir par M. Cressel qui a droit à la dernière parole en défense. Alors, finalement, aujourd'hui, il y a quand même en France, je ne crois pas qu'il y ait globalement un problème de densité commerciale. Il y a peut-être quelques zones où effectivement il y a encore de l'espace, mais globalement, on est quand même assez bien équipé en grande surface dans notre pays. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que dans certaines zones, il y avait un manque de diversité d'enseignes ou de groupes. Plus généralement, quels sont, à votre avis, les facteurs qui peuvent freiner l'expansion d'une enseigne ? Anne Perrault a rappelé que dans certaines régions, finalement, certaines enseignes étaient peu présentes, alors peut-être parfois pour des raisons historiques, mais est-ce qu'il y a des facteurs, on a parlé du foncier, ou d'autres difficultés que les enseignes rencontrent, alors même qu'elles souhaiteraient éventuellement se déployer dans certaines zones. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir juste 2 secondes en arrière, simplement pour inviter le professeur Ferrier et sans doute Alain Bazot à venir voir l'océan des profits. J'ai un tout petit peu peur que le professeur Ferrier ait du mal à se noyer dedans. Ou en tout cas à se mouiller suffisamment pour en être parfaitement à l'aise. Je rappelle simplement, parce qu'on évoquait à l'instant l'évolution des marges brutes, que la marge brute n'a aucune signification réelle, puisque c'est avant les coûts. Quelle est l'entreprise dont on regarde ce qu'elle gagne avant de regarder les coûts de fonctionnement de l'entreprise? Moi, c'est quelque chose qui, économiquement, me paraît quand même quelque chose de... C'est un élément intéressant d'analyse, mais absolument pas pour savoir quel est le niveau des bénéfices. Ce qui est intéressant, c'est la marge nette. Je vous rappelle juste, parce que c'est quand même relativement peu connu, qu'en moyenne, en France, les marges nettes de la grande distribution sont entre 1,5 et 1,7%, et que ceci est un chiffre qui a plutôt tendance à baisser et qui est, par exemple, 3 fois inférieur à celui de la grande distribution en Grande-Bretagne. Il
faut quand même avoir ça en tête. Je ne compare pas ça aux chiffres des industriels, parce qu'ils m'en voudraient certainement. Il faut quand même avoir ces éléments-là en tête. Je dois dire qu'il y a certaines expressions qui me choquent un peu. Pour revenir à votre question, je dois dire que j'adore votre question. J'adore votre question parce que on est à un moment où le Parlement est en train, à travers une proposition de loi sur l'urbanisme commercial, d'essayer de bloquer l'expansion de la grande distribution, notamment en mettant en place une typologie avec 4 types de commerces. Et ce qui a conduit d'ailleurs la Commission européenne il y a quelques jours, dans son avis sur le programme national de réforme français et sur le programme de stabilité, à dire qu'une des priorités en matière de politique économique en France devrait être de faciliter l'implantation du commerce dans toute une série de zones. Et nous sommes naturellement aujourd'hui plutôt confrontés à des problèmes, justement, notamment du point de vue de l'urbanisme commercial et de ce qui peut se passer en matière de PLU, de DAC et autres, qui nous empêchent de nous implanter là où nous souhaiterions le faire. Et donc, je crois un élément qu'il faut bien avoir en tête, parce que, aussi bien on peut comprendre tout ce qui a été évoqué dans l'avis de l'autorité de la concurrence sur les changements d'enseigne, partager certains points, ne pas en partager d'autres, et ça sera évoqué très largement dans la deuxième table ronde. Par exemple, on considère qu'il n'y a pas véritablement de problème sur le foncier commercial, toute une série d'éléments de ce type-là. Mais en même temps, nous, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'on est en train d'essayer plutôt de bloquer les nouvelles implantations. La réforme de l'urbanisme commercial qui conduit à intégrer l'urbanisme commercial dans l'urbanisme classique, si j'ose dire, est une réforme qui, sur le papier, est une bonne réforme, mais dont on n'est pas sûr qu'il n'aboutisse pas, in fine, à plutôt constituer un handicap supplémentaire, au contraire, dans cette concurrence que nous souhaitons tous. On a un problème d'instabilité chronique de la réglementation sur tout ceci. La LME a été votée il n'y a pas si longtemps. Et là, on est en train, par exemple, de se dire que les commissions qui ont été mises en place doivent être remplacées par de nouvelles commissions qui ne vaudront que tant que les nouveaux documents d'urbanisme n'auront pas été votés et décidés par les collectivités. C'est vraiment quelque chose de totalement inimaginable, y compris en termes de gestion publique globale. Et on est face à une multiplication de recours qui font qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour le bilan d'ailleurs, on a des délais extrêmement longs sur la plupart des sujets. Donc je trouve que ce sujet de l'urbanisme commercial est un sujet qui aujourd'hui est un sujet qui handicape là fortement justement ce que vous considérez comme un problème dans certaines zones, et que c'est un sujet largement aussi important, sinon parfois plus important, que celui qui est évoqué dans votre avis, dont je dis au passage, parce que vous disiez tout à l'heure que c'était dommage que le débat n'ait pas avancé. Nous aurions souhaité que ce sujet de l'affiliation continue à être traité par l'autorité de la concurrence comme c'était prévu et ne donne pas lieu aussi rapidement à un projet de loi, parce que ça ne nous paraît pas une bonne solution dans notre pays de recourir, dès qu'on voit un problème, à un projet de loi dans les semaines qui suivent. Voilà, je dis au passage, le ministre ne vient pas, mais il connaît notre position sur le sujet. Bien, avant qu'on passe au débat, Peter Taillé voulait rajouter un point. Oui, je pense qu'il y a 2 points qui méritent d'être ajoutés. Le premier, ce sont des remerciements pour M. Cressel, qui m'a ramené aux années de marine que j'ai faites pendant plus qu'un service, et où effectivement je nageais dans un océan qui n'était pas particulièrement de profit. Mais c'était le rappel simplement que je vous faisais d'un principe qui est quand même au cœur de la distribution, j'espère que vous le savez. Trujillo, c'est quand même l'inventeur de la grande distribution. Et la problématique de l'îlot et de l'océan, c'est la sienne. Et je pense qu'elle est toujours au cœur des préoccupations du commerçant, et c'est peut-être tout à fait légitime. Donc il n'y avait pas de critique dans mon propos. C'est le mot océan qui pose des problèmes. Pardon ? C'est pas le mot profil, je vous rassure. Non, j'espère bien pour vous. D'ailleurs, vous nous en avez donné une image. Sur la concurrence, pourquoi aller chercher, c'est une question que je voulais poser, c'est un peu désagréable de le faire alors qu'on est là pour répondre, pourquoi aller chercher dans le changement d'enseigne
au fond, une réponse au problème de la concurrence locale? Est-ce que ce n'est pas dans l'ouverture à l'implantation? Est-ce que ce n'est pas dans la multiplication, au fond, des réseaux que l'on doit trouver des arguments de concurrence demain? Parce qu'à la fin, ce que l'on nous présente, c'est un espèce de jeu de Go où chacun doit prendre la place de l'autre. Et donc, les contraintes, et j'en reviens à l'idée de l'urbanisme, bon, les contraintes de l'urbanisme commercial telles que ça avait été pensé à l'époque, ça s'appelait l'équipement commercial, ces contraintes-là devraient disparaître et le champ devrait s'ouvrir précisément à l'implantation de grandes distributions et pas à cette espèce de course entre des réseaux qui vont s'attirer avec un résultat que je crains redoutable. Parce que qui va être le bénéficiaire du changement? À la fin du fin, qui pourra racheter? Qui pourra engager le financement de ces transfuges? Je crois que tout le monde peut avoir la réponse à la tête. Juste sur ce point, je crois qu'on a déjà un peu les réponses, c'est-à-dire que Monsieur Cressel l'a dit, finalement, l'équipement commercial, bon, ça suscite encore beaucoup de débats. Et nous l'avons pris comme une donnée. C'est-à-dire, on voit bien que de toute façon, il restera une législation là-dessus. De toute façon, il y aura une législation sur l'urbanisme, à minima, donc avec des permis de construire, etc. Et donc, ce qu'on a dit, c'est finalement, c'est une donnée. Il y aura encore des barrières à l'entrée. On a eu l'occasion de dire, enfin le Conseil de la concurrence a eu l'occasion de le dire, qu'il souhaitait un abaissement de ces barrières à l'entrée, mais on voit bien cet abaissement ne sera jamais total. Et donc, un des moyens de contourner cette barrière à l'entrée, c'est la mobilité, effectivement, dans les réseaux, puisque le modèle avec des commerçants indépendants est un modèle qui est extrêmement répandu. Hein, on y reviendra tout à l'heure lors de la deuxième table ronde, mais c'était, voilà, c'est pas de dire finalement ce système de la mobilité, c'est l'alpha et l'oméga de la concurrence au niveau local. C'est un instrument parmi d'autres et notamment qui vient compenser finalement une législation dont on a eu l'occasion de dire qu'elle était trop rigide. Voilà, mais peut-être maintenant on a le temps de consacrer quelques questions à la salle avant de faire une pause. Alors c'est toujours pareil, la première question. Ah ben voilà, parfait. Alors, si je peux vous demander simplement de vous lever, parce que comme on est filmé, ça permet de bien identifier les intervenants et de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Yves Soulabaille, je suis passionné d'histoire de la distribution et j'anime un site qui s'intitule Carrefour, un combat pour la liberté. Lorsque la société Carrefour a été mise en place, elle répondait notamment à un monsieur qui s'appelait Édouard Leclerc. Ils avaient à peu près aux alentours de 8,5% de marge à l'époque, avec un résultat net qui était aux alentours à peu près d'1,5 aussi. Ce qui fait que le renchérissement, l'augmentation des coûts de fonctionnement des magasins, en fait, en réalité, n'a fait qu'accroître la différence entre les prix d'achat et le prix de revente sur le marché. Donc ça, c'était le premier élément. Sinon, concernant Bernardo Trujillo, je vous invite à aller sur mon site, vous pourrez l'entendre. Et ça doit être à peu près un des seuls endroits où on peut entendre la voix de ce monsieur-là. Et il s'avère que lorsqu'il évoquait la notion d'océan de profit, d'aller opérer dans un océan de profit, tout simplement, il était en train d'évoquer le fait qu'il fallait avoir le niveau de marge le plus faible possible sur la totalité du magasin. Et avec certains produits sur lesquels on pouvait se permettre effectivement d'avoir 0 de marge. En fait, il était en train d'aller à l'encontre de ce que vous étiez en train d'évoquer. Ce qui maintenant est sans doute le plus important. Je suis un peu... Excusez-moi. Il faut que je respire. Ce qui, pour moi, est sans doute le plus important, c'est de remarquer le décalage qu'il y a entre la question que vous êtes en train de vous poser par rapport, en réalité, à la constitution de la salle. La question de concurrence est avant tout une problématique, en réalité, d'entrepreneur et absolument pas de juriste. Ah, ça, nous, on invite tout le monde. Après. Et lorsque les patrons de Carrefour et monsieur Leclerc ont décidé de se mettre en marche, les Carrefour, pour appliquer les principes de Trujillo, et moi je les en remercie parce qu'ils ont fait véritablement gagner un véritable pouvoir d'achat,
à la population française. Il répondait aussi à la réaction qu'avait Leclerc, lui pour des questions religieuses, je ne sais pas si vous le saviez, parce il faisait partie notamment d'un groupe, et il appelait ça, lui, l'expérience, lorsqu'il parlait avec le gouvernement français, et notamment un certain nombre de personnes qui étaient qui étaient des préfets, qui avaient décidé d'appuyer le rôle de Leclerc pour pouvoir faire en sorte, à cette époque-là, de tuer clairement un certain nombre de petits commerçants, parce que le gouvernement avait estimé qu'il y avait 800 000 commerçants et que le nombre trop important de petits commerçants, parce que chacun avait du mal à survivre, augmentait le niveau général des prix. Ce qui fait que l'augmentation parfois de concurrence va à l'encontre exactement de ce qu'on est en train de rechercher à faire. Alors, quelle est votre question? C'est l'interprétation de la pensée de M. Trujillo, est-ce que vous la partagez? Sur M. Trujillo, à mon avis, alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur comme ça a été dit d'ailleurs par Mme Perrault, comme elle l'a évoqué elle-même, toutes les législations, et là pour le coup, toutes les personnes qui sont dans la salle sont suffisamment compétentes et sont toujours de toute façon plus nombreuses que l'autorité pour pouvoir défaire ce qui a été fait par l'autorité. La notion d'attaquer un marché sur la notion de législation, en réalité, sera toujours à un moment donné dévoyée par quelqu'un qui sera plus fin, plus intelligent, qui arrivera à trouver une faille. Il faut donc revenir... D'où la présence des juristes dans la salle, d'ailleurs. Ben oui, mais ça veut dire que, en réalité, il faut, de mon point de vue, il ne faut pas attaquer sur la notion même de législation. Je trouve que la législation qui a été la plus structurante pour le marché, ce qui explique énormément la différence qu'il y a entre le marché français et le marché allemand, en réalité, c'est la circulaire Fontanet. C'est absolument pas un texte en tant que tel de loi. Là, ça remonte particulièrement loin. Mais c'est ce qui explique notamment le fait qu'il y a, pas aux États-Unis, mais en Allemagne et en France, la différence entre la notion d'attaque sur les marques. Parce qu'au travers, et je pense que monsieur comme Dominique de Gramont dans la salle pourrait l'évoquer, la notion même de marque avait été, par la circulaire Fontanet, était particulièrement en réalité protégée par rapport au modèle allemand. Ce qui expliquait le montée du hard discount en Allemagne, qui en réalité tuait les marques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce point venait plutôt éclairer en fait les débats. Oui, Maître Cotte. Oui, Jean-Mathieu Cotte, je suis avocat. Oui, j'ai une petite question, puisqu'on tourne, je crois, assez largement, les juristes en tout cas, autour dans tout le monde, sur cette question que finalement on est en train d'essayer de réguler, ce qu'Anne Perrault avait bien dit, pour régler un problème plutôt d'une abondance de réglementation. Moi, la question que je me posais, c'était notamment dans la présentation, si on supprime le fait de supprimer certaines dispositions contractuelles, comme par exemple les clauses de non-concurrence, vont créer des nouveaux équilibres. Alors, ce qu'Anne Perrault disait, notamment, c'est qu'on pouvait internaliser des externalités, donc finalement monétiser donc cette suppression des clauses non-concurrence. Est-ce que là, par exemple, on n'est pas typiquement dans une situation où on va créer des nouvelles barrières à l'entrée? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas juste en train de déplacer encore les problèmes? Je crois qu'on est beaucoup à penser ça aujourd'hui, puisque l'une des problématiques qui était identifiée dans l'avis de décembre 2007, c'était d'abord qu'il y avait un problème de barrières à l'entrée pour l'établissement de nouveaux magasins, et que la problématique de la circulation de la modification des enseignes n'était qu'une problématique secondaire par rapport à un problème principal. Donc, ma question, pour essayer de la résumer, c'est est-ce qu'on n'est pas vraiment typiquement en train de gérer ce qu'on peut gérer, peut-être de façon pragmatique? Si toute la réglementation sur l'urbanisme commercial, on ne va pas pouvoir la modifier, on est en train de gérer l'accessoire, mais est-ce qu'avec cet accessoire, on ne crée pas de nouveaux problèmes? Ça, c'est une première petite question. Une deuxième question, juste très ponctuelle. Donc, on parlait tout à l'heure de transparence des marges. C'est que si elle est transparente, elle doit être transparente partout. Est-ce que là, on n'est pas typiquement dans une problématique si le marché est oligopolistique? Est-ce que cette façon de prôner une transparence des marges ne soulève pas d'autres problèmes? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose... là aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de, en tout cas, soulever, de créer des nouvelles questions pour de prochains colloques, je suppose? Merci.
Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ces deux questions. Alors, effectivement, sur la première, bon, quand on touche au droit, effectivement, la première chose que font les acteurs, c'est d'essayer de contourner la nouvelle réglementation. Ça, on en a bien conscience. Généralement, l'autorité de la concurrence ne plaide pas pour une nouvelle réglementation. C'est pas tellement dans notre nature. Mais cela dit, comme l'a dit le président en introduction, quand ça nous paraît nécessaire, on n'hésite pas cependant à le faire. On l'a fait dans d'autres domaines, dans l'audiovisuel par exemple, et donc dans la distribution. Alors, le problème, c'est que là, on voit qu'il y a, enfin, nous, on estime qu'il y a une difficulté, qu'il faut la résoudre. Encore une fois, ça n'est pas la seule difficulté par rapport à l'enjeu de concurrence. Mais est-ce qu'il faut pour autant, parce qu'on risque de modifier certains équilibres, renoncer au moins à poser la question et à débattre? Il ne me semble pas. Mais peut-être, M. Ferrier, vous voulez commenter sur ce point-là? Oui, je vous rejoins totalement là-dedans. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, ça déstabilise. Je vous laisse l'autorité de la parole. Rebondir sur ce que disait le professeur Ferrier et la question de Jean-Mathieu Cotte m'y invite. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire quelle place à la régulation par le juge, par la jurisprudence, dans l'équilibre contractuel et la place que l'on veut donner à la loi. Après tout, on pourrait dire cette mise en balance d'un effet de verrouillage et au contraire d'effets pro-concurrentiels, ou en tout cas d'externalités positives, elle doit être menée au cas par cas, finalement sous l'autorité du juge, qui va au cas par cas peser les deux plateaux de la balance. Ce que l'on constate, c'est que le juge n'est pas saisi. Et c'est un problème qu'on retrouve dans toute la grande distribution, c'est que le juge n'arrive pas à jouer ce rôle régulateur parce qu'il n'est pas saisi. Il y a très peu de contentieux portés devant le juge parce que les magasins indépendants n'osent pas. À la fois parce que la réponse sera apportée trop tard et surtout parce qu'ils ont peur des représailles qui risquent d'être exercées à leur encontre. Et donc, ce pouvoir du juge qui devrait être l'arbitre et le régulateur s'exerce très difficilement à cause de cela. Lorsque nous avons présenté notre avis à la CEPC que préside justement Catherine Vautrin, et où sont présents des membres de la Cour de cassation. Il y a l'ancien président de la Chambre commerciale, il y a Mme Rifossic, enfin, il y a un certain nombre de membres de la Cour de cassation qui siègent à la CEPC. La réaction unanime a été de dire « Mais attendez, ces clauses sont excessives, sont abusives. Si le juge judiciaire était conduit à se prononcer sur leur licéité, sans aucun doute, ne retrouverait-il pas des justifications économiques à la hauteur des restrictions que ces clauses comportent ?» Le problème, c'est que nous sommes unanimes à dire que le juge n'est pas saisi. Et donc, c'est toujours la dialectique. Faute de pouvoir obtenir une régulation juridictionnelle efficace, ne faut-il pas aussi poser des règles protectrices? On pourrait dire ça pour tout, pour la consommation, pour la téléphonie mobile, mais il y a un moment où la loi doit aussi jouer un rôle d'instigation et proposer un nouvel équilibre qui ne peut pas nécessairement être fixé au cas par cas. Alors la loi ne doit pas être trop rigide, effectivement, doit laisser une marge de manœuvre, et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu, sur certains points, le projet de loi renvoie à des décrets qui seront pris après avis de l'autorité de la concurrence, qui va justement essayer, dans le cadre qui lui est délégué, essayer de fixer des fourchettes, fixer des marges de manœuvre dans lesquelles on essaiera de trouver le bon équilibre. Mais encore une fois, c'est en France comme dans beaucoup d'autres pays, c'est aussi la limite, encore une fois, de l'arbitrage juridictionnel dans des situations de rapport de force qui sont très inégalitaires, où le faible hésite à aller devant le juge. Pardonnez-moi, et ça veut dire que la loi pourrait se passer du juge? L'application de la loi pourrait se passer du juge? Parce qu'on postule que la loi suffira à elle-même à éviter ces comportements? En cas de contentieux, la loi, le juge interviendra. Jean-François Tessler, avocat. Juste pour apporter une précision. La première, c'est que la difficulté de l'exercice vient d'une confusion souvent entre deux problématiques. Une problématique de concurrence sur un terrain de concentration stricto sensu, et une problématique également d'abus parfois, tout simplement de situation de domination économique. Il y a un problème de marché et il y a aussi un problème de relation, je dirais, enseigne et distributeur indépendant. Et pour répondre à ce que disait M. le Président Lasserre, il y a en fait une multitude de contentieux. Il y a beaucoup de contentieux dans ce secteur, mais ces contentieux ne sont pas connus des juridictions judiciaires parce que ce sont des contentieux arbitraux.
Et par définition, les sentences arbitrales sont confidentielles. On ne les connaît que quand il y a des recours contre les sentences arbitrales, qui sont des recours tout à fait exceptionnels, puisque la plupart des conventions entre les distributeurs et les indépendants sont des clauses d'arbitrage en amiable proposition. Donc il n'y a que la voie du recours en annulation qui est ouverte. Ce sont des recours qui sont extrêmement limités. Voilà la raison pour laquelle, en fait, effectivement, le juge judiciaire ne statue pas. Bon, enfin, ou statue très peu et que la jurisprudence n'est pas connue. Mais il y a une multitude de contentieux. Voilà. C'est une précision que je souhaitais apporter. Je crois qu'il y avait encore une question là-bas. Monsieur Cressel doit nous quitter, mais ça n'empêche pas éventuellement de continuer le débat. Monsieur, non? Non. D'accord. Bien, bah écoutez, je pense qu'on peut faire une petite pause.